Pour vraiment comprendre le tableau le plus célèbre du monde, il ne suffit pas de le regarder. Non, il faut remonter le temps, se glisser dans la tête d'un génie au bord du gouffre et revivre la rencontre qui a littéralement changé l'histoire de l'art. Allez, on plonge ensemble dans cette histoire incroyable. Alors voilà notre parcours, en 5 étapes. On va commencer avec un génie en pleine crise, puis on assistera à une véritable confrontation des âmes. Ensuite, on verra comment tout ça s'est transformé en obsession, une obsession du miroir, pour finalement arriver à la conquête de l'immortalité et comprendre pourquoi cette peinture est à la fois une fenêtre et un miroir. Première partie, le génie en crise. Un maître qui avait perdu sa magie. On est à Florence, en pleine Renaissance. Et l'homme qu'on retrouve là, Léonard de Vinci, il n'est pas du tout au sommet de son art. En fait, il est même au bord du précipice. Le sourire le plus célèbre du monde, un chef-d'œuvre, une énigme. Oui, ce visage nous regarde depuis 5 siècles et il porte un secret qui nous échappe encore. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de devenir une icône mondiale, ce visage a d'abord été une bouée de sauvetage. À ce moment-là, Léonard n'est plus vraiment un peintre. Son esprit est complètement bouffé par la science. Imaginez ses carnets, il déborde de croquis, de machines volantes, d'études sur le corps humain. Mais toute cette science, cette logique implacable, ça a complètement asséché son âme d'artiste. Résultat, ses toiles restent blanches, l'inspiration a disparu. Et puis, un jour, tout bascule. Dans une rue de Florence, il l'aperçoit. Juste un instant. Une femme, Lisa Gherardini. Et surtout, son sourire. Ce n'est pas un grand rire, non, c'est autre chose. C'est un mélange de pensée, de mélancolie, de joie secrète. Pour Léonard, c'est un véritable électrochoc. Il le sait, là, maintenant. Il doit peindre ce visage. Ce n'est plus une envie, c'est une question de survie artistique. Deuxième acte, la confrontation des âmes. Quand une séance de pose devient un duel d'intellect. Alors Léonard organise la rencontre. Quand Lisa Gherardini arrive dans son atelier, elle pense que c'est juste une séance de pose classique, une commande de son mari. Elle ne se doute pas une seconde que pour l'homme en face d'elle, ce n'est pas du tout un travail, c'est une mission de sauvetage. Ce n'est pas votre mari qui m'a fait mander, c'est moi, c'est vous que j'ai choisi. Boum, en une seule phrase, Léonard renverse complètement la situation. Il n'est pas un simple artisan qui répond à une commande, non. Il est l'artiste, le visionnaire, qui a trouvé sa muse. Il va même jusqu'à lui avouer sa crise, son blocage, et lui expliquer que son sourire, à elle, a rallumé quelque chose en lui. Et les séances commencent, mais Léonard ne cherche pas à la flatter, pas du tout. Il la provoque, il la teste. Il lui parle de choses, mais des choses absolument interdites à l'époque. Des théories qui pourraient l'envoyer directement au bûcher. La Terre qui tourne autour du Soleil, les secrets qu'il a découverts en disséquant des corps. D'un coup, les séances de pause se transforment en conversations secrètes, dangereuses, de vrais duels d'esprit. Avec vous, messire, même le bûcher semble un jeu excitant. Et voilà, c'est cette phrase qui change tout. Elle n'a plus peur. Au contraire, elle est fascinée. Lisa n'est plus juste un modèle qui pose, elle devient sa complice, sa partenaire intellectuelle. Elle entre de son plein gré dans le jeu de Léonard. Et la preuve de cette connexion, c'est le nom que Léonard donne au tableau. Il ne dit jamais « votre portrait », jamais. Il l'appelle « notre enfant ». Vous imaginez ? Ce n'est plus une simple peinture. C'est quelque chose qu'ils ont créé ensemble, né de la fusion de leurs esprits. Troisième partie, l'obsession du miroir. La peinture d'un visage devient le reflet d'une âme. Parce que cette relation si particulière va complètement changer la nature du projet. Ce qui n'était qu'une étincelle d'inspiration au début, ça va devenir une quête de toute une vie. Une obsession. 10 ans, c'est le temps qu'il va passer sur ce seul visage. Une décennie. C'est fou, non ? Il emmène le tableau partout avec lui, de Florence à Rome, puis jusqu'en France dans ses bagages. Il ne le lâche jamais. Il y revient tout le temps, ajoutant des couches de peinture si fines qu'on peut à peine les voir. Et c'est là qu'on arrive au cœur du mystère. Un jour, Léonard l'avoue. Ce portrait, ce n'est plus celui de Lisa. C'est devenu son propre miroir. Chaque détail est un bout de lui-même. Le sourire, ce sont ses propres questions sur la vie. Le paysage étrange derrière elle, c'est une carte de son esprit. En fait, il ne peint plus Mona Lisa. Il se peint lui, à travers elle. Et il y a une technique qui illustre ça à la perfection, le fameux sfumato. Vous savez, ces contours un peu flous, cet effet de brume, ce n'est pas juste pour faire joli. C'est la métaphore parfaite de ce qui se passe. C'est la fusion de leurs deux âmes, une zone de flou où on ne sait plus très bien où commence l'un et où finit l'autre. Et pour bien saisir ce combat intérieur, il faut parler d'un autre personnage, Salaï. C'est son jeune assistant, un peu son démon personnel. Si Mona Lisa représente l'âme, l'inspiration pure, l'idéal, Salaï c'est tout l'inverse. C'est le corps, le désir, la tentation terrestre. Et Léonard, il est là, au milieu, tiraillé entre ces deux extrêmes. La Joconde, c'est aussi la peinture de ce combat.
4e partie, l'immortalité conquise, l'ultime confession d'un génie mourant. Cette obsession, elle ne va jamais le quitter, jamais. On fait un bond dans le temps. On est en France, au Clos Lucé. Léonard est sur son lit de mort. Il fait le bilan de sa vie. Et devinez ce qui est toujours là, avec lui, le tableau. Alors oui, il laisse derrière lui des milliers de pages de notes, un trésor scientifique inestimable. Mais au moment final, toutes les inventions, toute la science, ça ne compte plus. Il demande juste une chose, voir ses 3 tableaux préférés. Et son tout dernier regard, son dernier soupir, c'est pour elle, pour la Joconde. Même moi, je ne sais pas ce que signifie ce sourire. C'est sa dernière confession. C'est juste incroyable, hein? Le créateur lui-même avoue qu'il n'a pas la clé. Et c'est là le coup de génie absolu. Le but n'était pas de donner une réponse. Le but, c'était de créer la question parfaite. Une énigme éternelle. Il y a un dernier secret qui est révélé à ce moment-là, un truc de fou. Pour la quasi-totalité de ses œuvres, Léonard faisait des dizaines de croquis, d'études. Mais pour la Joconde, rien. Pas une seule esquisse, pas un dessin préparatoire. L'image est venue d'un bloc, comme une vision divine. Ça n'a pas été construit, ça a été capturé. 5e et dernière partie, fenêtre et miroir, la vraie nature du chef-d'œuvre révélée. Donc, toute cette histoire, depuis le génie en crise jusqu'à sa dernière confession, tout ça nous amène à la vraie nature de ce tableau. Ce n'est pas juste une peinture, c'est bien plus que ça. C'est à la fois une fenêtre et un miroir. C'est ça la clé. C'est une fenêtre parce qu'elle nous permet de regarder à l'intérieur de l'âme de Lisa Gherardini. Mais c'est aussi un miroir. Le miroir le plus personnel, le plus intime, de l'âme de Léonard lui-même. C'est les deux en même temps. Et c'est ça le génie. Et il y a autre chose. C'est une véritable révolution silencieuse. Pensez-y, à l'époque, les seules femmes qui avaient une aura quasi divine dans l'art, c'étaient les figures religieuses, comme la Vierge Marie. Et là, Léonard prend une femme normale, l'épouse d'un marchand, et il lui donne ce mystère, cette aura presque sacrée. C'est un acte d'une audace incroyable. Alors, au final, la grande question, est-ce un portrait d'elle ou un reflet de lui? Toute cette histoire de leur rencontre à cette fusion totale nous souffle la réponse. C'est les deux, bien sûr. C'est indissociable. La vraie question, ce n'est peut-être pas de devoir choisir, mais simplement d'accepter ce mystère incroyable. Ce mystère où, même aujourd'hui, 5 siècles plus tard, leurs deux âmes continuent de nous regarder.